Donc, mon idée était de revenir justement à cette question de la tradition transformiste, éventuellement travestissement à travers la figure de l'imitateur. Et je vais particulièrement travailler sur Patrick Sébastien comme imitateur et ou présentateur et ou producteur des émissions de variété des années 70-80. Alors, je m'abrite derrière un grand champ culturel et académique actif. Je ne suis pas une acafane de Patrick Sébastien. Je l'étudie de manière très universitaire. Et donc voilà, c'est pas par cuistrerie, mais c'est pour montrer que je m'inscris aussi dans une lignée de réflexion autour de l'imitateur, comme figure extrêmement présente sur la scène télévisuelle et sur la scène du spectacle vivant aussi, et qui a une importance assez intéressante à étudier en tant que telle, en tant que la figure et le corps de l'imitateur, et sur ce que ça dit de la performance aussi physique, corporelle, des corps des artistes dans les émissions de variété et dans les émissions dans les performances du spectacle vivant. Alors, l'idée de départ repose sur le constat que la scène télévisuelle est un lieu privilégié de spectacularisation et d'expérimentation des identités et aussi de ritualisation de l'être artiste, ce qui est donc particulièrement visible dans les émissions de variété. Il me semble qu'en effet, les artistes, et en particulier dans les émissions de variété, sont la manifestation du fait qu'il y a des corps qui comptent. Là, je m'en réfère à Judith Butler. Et dans des corps qui comptent, justement, Butler revient sur la question de la matérialité du corps, tout en montrant que cette matérialité elle-même est produite et régulée non seulement par des discours, ce qu'elle disait déjà dans Trouble dans le genre, mais aussi par un cadre social donné, puisque le corps lui-même est une performance. Et c'est ça que l'imitateur met particulièrement en avant, c'est que nos corps sont une perpétuelle performance scénique, en fait. À partir de ces constats théoriques, il m'a semblé que les imitations étaient particulièrement intéressantes. Alors, il y avait plusieurs imitateurs possibles. Il se trouve que je me suis intéressée à Patrick Sébastien et sa place dans l'émission de variété des années 70-80 pour plusieurs raisons. Alors, pour des questions qui sont liées aux représentations médiatiques télévisuelles qui se diffusent dans ces émissions de variété, qui sont vraiment une mise en spectacle du corps, qui me semble... Je recule un tout petit peu. Qui me semble particulièrement intéressante à étudier en termes de performances normatives qui permettent de penser mieux aussi une époque, un star system et même une économie du disque par exemple. Plus précisément, je vais tenter de montrer que dans les émissions de variété avec Patrick Sébastien, qu'il soit présentateur ou imitateur, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est assez important, les imitations proposées participent des performances scéniques des artistes, manifeste la performativité d'identité entre normalisation, transgression et subversion. D'autant que Patrick Sébastien est aussi un metteur en scène justement de ces corps qui imitent, metteur en scène et en mots, et qu'il va faire aussi beaucoup de sketchs dans lesquels il y a ou pas des imitations, et que ces sketchs et ces imitations s'accompagnent de performances scéniques plus globales. Il n'est donc pas le seul concerné, c'est tout un espace social de performance qui se met en scène. Je mets donc dans cette slide une citation du livre très intéressant de Fanny Lignon et Anne Cassian sur la question justement du travestissement sur la scène télévisuelle et artistique. Alors les émissions de Patrick Sébastien dans les émissions de variété donc de cette époque, je suis restée sur les bornes du colloque des années 70-80. Je ne vais pas sur la fin de carrière de Patrick Sébastien qui est éminemment plus problématique, y compris ses prises de position actuelles. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais qui donne à voir les coulisses d'un processus de construction de soi auquel les artistes doivent prendre part à partir du moment où ils et elles sont médiatisés. Et ils doivent montrer qu'ils sont des individus capables de s'inventer en dépassant justement leurs conditions corporelles. Et c'est bien cette idée du corps comme signe que va principalement mettre en exergue l'imitateur. Par ailleurs, les imitations proposées par Patrick Sébastien participent au questionnement sur la maîtrise de l'apparence de l'artiste. C'est une question qui est très actuelle, je trouve, ici envisagée sous couvert de divertissement télévisuel. Donc par là même, toutes ces imitations interrogent la transparence et l'authenticité de l'artiste en scène et particulièrement donc dans les variétés. Alors bien sûr, grand merci à Lina, parce que j'ai pu gober un nombre absolument incroyable d'émissions que je n'avais pas toutes vues en leur temps, évidemment, puisque ça permet de remonter un peu dans l'histoire de ma propre téléphagie, car je suis téléphage, je l'avoue.
Et donc, je suis restée sur ces 2 décennies, les années 70 et les années 80. Et j'ai particulièrement travaillé donc, sur Farandole, émission qui était diffusée sur la 5. On parlait assez peu de la 5 dans ce travail de recherche qu'on fait sur les variétés, alors même que c'est une chaîne brève, qui existait brièvement, mais qui en diffusait beaucoup. Donc Le Masque et les Plumes sur TF1 et Carnaval aussi sur TF1, plutôt dans les années 80. Alors, j'avais mené donc ce projet de recherche dès le début, autour du séminaire Enquête de variété, avec que je remercie d'ailleurs Guillaume et Sébastien qui m'avaient invité à réfléchir. Et donc, à l'époque, j'avais travaillé autour du maquillage dans les émissions de variété. Et ce travail m'avait permis de constater la place récurrente, depuis les années 50, des imitations et des imitateurs dans ce genre d'émissions, comme faisant vraiment partie de ce type d'émission, quelle qu'elle soit. J'en avais vu beaucoup aussi à l'époque, beaucoup de prestations maquillées. Et c'est là que la figure de l'imitateur m'était apparue comme une figure importante. J'avais alors replacé les usages du maquillage dans les émissions de variété en reprenant, pour un usage différent, le triangle que François Jost avait proposé dans les années 2010 pour résumer l'hybridité des émissions de télé. Donc vous voyez, un petit triangle de François, il est parti, François Jost. C'est fort dommage. Un petit triangle où il répartissait ce qu'il appelle le monde du premier degré de la télévision entre le monde ludique, la fiction et la réalité, en montrant que les programmes de télévision sont souvent hybrides et en tension entre ces différents mondes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et j'aime bien ce triangle parce que je trouve que c'est un bon outil heuristique pour justement penser ces tensions et cette hybridation constante des programmes de télévision. Pour ça, je trouve que c'est vraiment un bon outil pour penser. Du coup, pour le maquillage, je l'avais un petit peu translaté à ma façon, en parlant des usages du maquillage à travers ce triangle, entre usage ludique pour s'amuser, pour rigoler, usage de travestissement, et il y en avait aussi beaucoup dans les émissions de variété, et usage justement pour les imitations. Donc ça fonctionnait relativement bien. Donc on sentait bien ces tensions entre différents types d'émissions et différents types même de séquences dans les émissions. Et pendant ce travail, j'avais beaucoup croisé Patrick Sébastien. Mais pour tout vous dire, Patrick Sébastien, c'est un peu un compagnon de ma jeunesse. On sait d'où on vient. C'est pas toujours où on va, mais on sait d'où on vient. Et donc, je l'ai beaucoup vu à la télé quand j'avais une dizaine d'années, on va dire. Je ne voile pas mon âge. Ce qui m'a amené finalement à réemployer ce triangle pour différentes raisons. Déjà parce que Patrick Sébastien lui-même s'inscrit dans un triangle. Parce qu'il a été à la fois imitateur, surtout au début de sa carrière, mais toujours, puis présentateur, au fur et à mesure de son avancée dans le paysage audiovisuel, puis producteur. Et ça, dès le début des années 80, et de plus en plus, il va de plus en plus prendre les rênes de la production de ses émissions, à partir de la privatisation de TF1, en fait, donc milieu des années 80. Et ça permet de penser aussi une circulation des formes et des formats de variété qu'il a proposé aux diffuseurs au cours de sa carrière, et de bien comprendre aussi cette circulation qui se fait aussi dans le système économique de la télévision, en fonction de toutes ces variations du système industriel. Et ces imitations sont elles-mêmes hybrides dans leur mise en scène, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Entre ces différentes polarités que j'ai mis dans mon triangle, toujours le déguisement et l'amusement, très très présent chez Patrick Sébastien, la question du transformisme, en tout cas l'héritage d'une certaine façon d'envisager les codes du transformisme. On va y revenir, parce que c'est vraiment un héritage du cabaret, du musical, etc. Et la question du travestissement, qui est aussi une vraie question intéressante à traiter par rapport à Patrick Sébastien, qui a un rapport assez, on va dire, ambigu avec le travestissement. Alors, l'idée, c'est de positionner donc, ces différentes imitations que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples entre ces trois pôles pour montrer donc, cette circulation à l'intérieur même du format variété et de voir comment est-ce qu'on peut répartir ces différents types d'imitations dans les différents types d'émissions qu'il a lui-même proposées. Alors, vous voyez que je vous montrerai qu'il y a une circulation autour de ces différents pôles, autour quand même de la revendication globale vers le divertissement et vers le carnaval. Ça, je vais y revenir aussi. Donc, ça circule aussi plus largement dans l'espace télévisuel. Alors, je me suis amusée à mettre en noir des exemples beaucoup plus récents, mais d'un héritage peut-être de ces questions du travestissement et du transformisme et du déguisement dans des émissions qui ne sont pas des émissions de variété, qui sont des émissions de talk de type plutôt infotainment, comme Catherine et Liliane. Évidemment, on les aime. Et José Garcia et Antoine Decaune.
qui étaient des couples aussi qui parfois se déguisaient, parfois se travestissaient, parfois étaient dans une sorte d'imitation, mais dont on ne sait pas trop quoi, etc. Totalement hérité de choses qu'a pu proposer Patrick Sébastien à son époque, pour bien montrer que la variété diffuse aussi dans d'autres types de formats, dont l'infotainment. Ça me semble intéressant. Mais ma communication ne va pas porter là-dessus. Et puis j'ai mis aussi en rouge, pour m'amuser aussi, ce qui est actuel, de la diffusion actuelle à la télévision, pour montrer que ce triangle fonctionne, y compris pour les programmes d'aujourd'hui, avec les Drag Race sur France Télévisions. On est quand même en plein dans un questionnement queer à la télé. Masked Singer, émission sur TF1, je ne sais pas si vous connaissez, j'espère. Où on a là une sorte de déguisement de l'artiste qui performe une imitation, mais justement il faut la reconnaître derrière son déguisement. Ce sont des déguisements assez perchés, ils sont déguisés en oiseaux, en poissons, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment le masque. Et puis les imitations plus transformistes peut-être, en tout cas dans cet étage-là, avec par exemple Nicolas Canteloup et tout le travail qui se fait autour du deepface et de la transformation numérique des visages, qui vient reposer la question du transformisme avec ces nouvelles technologies. Et je ne parlerai pas non plus de l'IA qui va venir rebattre les cartes de ces questions-là également. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais articuler mon propos. Alors mon premier axe, c'est entre transformisme et déguisement. C'est ce que j'ai appelé le corps palimpseste. J'aime bien l'image du palimpseste. Vous voyez, cette idée d'écrire sur ce qui est déjà écrit et de pouvoir voir quand même en filigrane ce qui est recouvert. Je trouve que l'imitateur fait ça en fait. Je vais y revenir. C'est une métaphore, évidemment, mais je la trouve commode. Alors, le transformisme, je rappelle la définition rapidement. Et donc, cette idée du corps palimpseste, elle s'inscrirait dans la tradition transformiste, sachant que le transformisme, dans la tradition du musical et du cabaret, est souvent travesti aussi, ce qui n'est pas le cas chez Patrick Sébastien, par exemple. Ça me fait dire que dans l'émission de Patrick Sébastien et dans les années 70, là, ce que j'étudie, il va s'approprier des codes du transformisme, mais sans aller non plus complètement au bout de cette idée du transformisme, et il va même parfois s'éloigner de la tradition transformiste pour plutôt s'inscrire dans une forme de tradition française de l'imitation, et il va beaucoup citer comme exemple Thierry Leluron, qui n'est pas tellement là-dedans, bien que il y a des moments de sa carrière où il a pu se plaire aussi à une forme de travestissement. On peut penser à son mariage avec Coluche, mais lui était en homme. Mais bref, je ne vais pas non plus... Alors, Sébastien cite beaucoup le Luron comme exemple, alors même ils ont le même âge, quasiment. Donc, c'est un modèle, finalement, de forme de fraternité entre imitateurs. Et puis, c'est cette tradition d'imitation qui est dans le registre de la réécriture. C'est-à-dire, on va se réapproprier les paroles d'une chanson, imiter le chanteur avec un travail sur la voix qui peut être vraiment un travail des fois impressionnant, et en réécrivant les paroles et en rejouant sa posture et son attitude corporelle. Je vais y revenir. Donc, c'est ce que dans certains théoriciens du côté anglo-saxon de l'imitation appellent un process de physicalizing, c'est-à-dire la physicalisation en fait de l'imitation que Patrick Sébastien va vraiment mettre en œuvre. Je vous montre un petit exemple. Il en a fait beaucoup à une certaine époque, surtout dans les années 70. Il était invité assez régulièrement dans des émissions de variété diverses, avec différents types de présentateurs, où il avait son moment, en fait, qui était le moment d'imitation, et où il faisait comme ça une espèce de pot pourri d'imitation de plusieurs artistes qui avaient eu un succès, soit pour une sortie de disque, qui était en fait connue dans leur époque. Alors j'aurais pu faire la liste des imitations qu'il fait de manière la plus récurrente. Ça aurait pu être un autre travail, mais c'est pas celui que j'ai choisi de faire. En tout cas, Serge Lama revient beaucoup. C'est aussi des gens dont il faisait les premières parties sur les scènes. C'est-à-dire que quand ces artistes-là partaient en tournée pour du chant, des tours de chant, lui était en première partie et faisait des imitations. Donc il y a souvent quand même une accointance entre des artistes pour qui il a fait des premières parties et ses propres imitations. Donc là, on a un exemple de transformisme sans travestissement et avec un transformisme réaménagé à la française, j'allais dire, avec cette idée de la réécriture de la chanson et des paroles pour dire quelque chose de l'artiste en même temps qu'on l'imite. Il y a toujours la question du corps signe. Parce que finalement, on peut se demander qui imite l'imitateur. Donc, le plus souvent dans ces années-là, c'est vraiment la physicalisation, l'incarnation du corps de l'artiste imité, avec cette idée qu'il reprend ce que moi j'ai raccordé à l'exis dont parle Bourdieu, c'est-à-dire toute la posture du corps. C'est là où c'est intéressant, la façon de se coiffer, même si c'est assez sommaire, on peut voir que ça va très vite, mais que ça permet quand même de changer la physicalité, pour le coup, du corps de l'imitateur, la posture et
et la gestion physique du corps, ce qui là peut s'inscrire plus dans la tradition transformiste. Mais ça se passe aussi sans déguisement, vous voyez, qui garde le même costume et la même chemise. C'est vraiment, ça se joue vraiment par la mise en scène du corps. Donc on est dans des héritages et puis aussi des transformations. Et encore une fois, la réécriture des paroles est importante à noter à ce stade-là. Donc dans ce type d'imitation, c'est pour ça que j'ai parlé de palimpseste, quelque chose se dit de la star, mais aussi de l'imitateur et des corps qui vont se surimprimer les uns sur les autres avec des transitions très très rapides. Juste on se retourne, on s'arrange un peu les cheveux et on repart avec une autre voix, une autre posture et toute la prestation finalement, puisque c'est une performance de l'imitation, se joue dans cette espèce de corps palimpseste. Je n'ai pas trouvé de meilleure image. Alors, quand on arrive dans les années 80, toujours sur cet axe transformisme-déguisement, quand on arrive dans les années 80, dans les émissions que Patrick Sébastien là, va plutôt proposer en tant qu'imitateur. Alors, il continue à faire, en tant que présentateur, je veux dire, il continue à faire des imitations à des moments de ses émissions, mais c'est souvent lui qui les présente. Donc, ce double statut, cette double casquette. Et donc là, on va avoir une sorte de dédoublement, renforcement de cette question du palimpseste, avec très souvent, et c'est vrai dans Farandole, l'exemple que je vais vous montrer, la chanson d'une vedette avec une vedette qu'il a invitée à l'émission, qui va imiter à travers une autre vedette. Donc ça va vraiment du palimpseste à tous les étages. Et je vais vous montrer un petit extrait aussi, et j'en reparle après, c'est quand même intéressant. Et j'ai fait exprès de choisir un exemple avec Enrico Macias, pour assurer la totale cohérence de ce colloque. Donc, on a beaucoup ça dans les émissions des années 80 que produit et que présente Patrick Sébastien. Il invitait quelqu'un et il faisait des imitations de quelqu'un d'autre en parlant de ce quelqu'un qu'il a invité. C'était vraiment cette idée d'une performance qui réside à la fois dans une sorte de transformisme, mais aussi dans le texte et le message qu'il va véhiculer à travers la chanson de la vedette imitée. Et finalement, là, on a un message qui est, alors, il vaut ce qu'il vaut, voilà, un message dit politique, qui délivre sur deux vedettes très différentes. C'est pour ça que je parle de star en palimpseste, c'est-à-dire à la fois Enrico Macias, vous avez compris, et puis aussi Michel Sardou, qui est là en sous-texte, en fait, pour le coup, vraiment en palimpseste. Alors là, il y a vraiment une sorte de trouble, qui n'est pas un trouble dans le genre, mais qui est un trouble dans une sorte de narratologie qui parle. De quoi ça parle, finalement, qui parle ? Qui parle, c'est plutôt Patrick Sébastien, en tant que chef d'orchestre de toutes ces imitations, à travers les deux artistes qu'il choisit de mettre en scène. Donc le texte et les paroles sont de Patrick Sébastien, et il résonne entre Enrico Macias et Michel Sardou, dont il dit quelque chose aussi. Donc il y a une forme de réécriture en palimpseste, elle aussi. Alors le tube de Sardou qu'il reprend, vous l'avez reconnu bien sûr, Être une femme. Alors pour ceux qui ne se rappelleraient pas de ce tube interplanétaire, je rappelle le début, parce que c'est une chanson sur la transition de genre, en fait, quelque part. Enfin, bon, je pense pas que Sardou soit très queer, Sardou queer, on n'y croit pas. Mais je rappelle quand même le début. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'imaginais sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame, point de suspension, d'être une femme. Femme des années 80 moins. Et donc là, on est à la fois dans une espèce de contre-stéréotype. Oui, Sardou chante une femme, mais en même temps, Patrick Sébastien va le transformer en tous des frères, et va parler en fait d'Enrico Macias et de cette capacité qu'il aurait eu à une époque de sa vie de chanter pour la paix, d'œuvrer pour la paix, y compris donc pour la fraternité israélo-palestinienne, avec tous les nuances que Sébastien avait bien abordé hier sur le personnage même de Enrico Macias, un juif séfarade, etc. Donc, et lui-même qui est déguisé en curé, chrétien, parlant au dieu de Babelwen, etc. Donc tout ça orchestré par Patrick Sébastien dans une émission comme Farandole, donc chef d'orchestre d'une dimension un peu aussi métaleptique de l'imitation, puisque finalement il y a un message qui se dit dans le message de sous-texte que, bon, évidemment là, moi universitaire, je pourrais décortiquer pendant des heures, mais peut-être que c'était pas si intentionnel que ça, certains messages, y compris par rapport à Sardou et à son rapport à la féminité. On peut y voir plein d'analyses qui n'étaient peut-être pas pensées au départ.
En tout cas, il y a vraiment cette idée de la performance. C'est-à-dire que Patrick Sébastien dévoile aussi la nature complètement construite du spectacle télévisuel. Lorsqu'un imitateur se met en scène, il doit opérer dans un cadre où l'audience sait qu'il s'agit d'une imitation. C'est-à-dire que le public ne regarde pas seulement l'imitateur, mais aussi la vedette qu'on reconnaît et comment et pourquoi on la reconnaît dans le talent de l'imitateur. C'est ce que l'imitation aussi va dire de l'artiste dans l'imitation elle-même. Donc on est dans ce que Goffman, que j'avais cité dans ma bibliographie, appelle une distance de rôle. C'est-à-dire ce qui laisse apparaître l'imitateur derrière la vedette imitée. Et en cela, Patrick Sébastien tire très bien son épingle du jeu dans l'ambition de faire rire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du ludique et du déguisement. Donc on obtient effectivement quelque chose qui est une sorte de dédoublement, redoublement du plaisir. On reconnaît les différentes stars et on reconnaît aussi Patrick Sébastien qui coordonne tout ça. J'avance puisque je vois que l'heure tourne et que Catherine me fait les gros yeux. Alors si je reviens sur ce corps palimpseste, j'aurais pu développer beaucoup plus tout sur la question de l'authenticité, du réalisme, de ce qu'on construit finalement dans le dispositif télévisuel, qui est aussi quelque chose qu'on peut raccorder à cet abandon du direct, par exemple, l'idée qu'on est là dans de la retransmission montée, qui a été tournée en amont de l'émission diffusée, etc. Voilà, tout est très construit dans les dispositifs, en tout cas des années 80. Alors là, j'avais une petite citation du texte de Ferris qui est très intéressant justement sur les imitateurs, avec cette idée que c'est une performance aussi dans laquelle le spectateur doit participer, puisque même l'identification de l'imitateur derrière son imitation fait partie du plaisir qu'on prend à avoir des spectacles qui sont parfois des spectacles que d'imitation, qui comme a pu faire longtemps le Luron, ou comme fait beaucoup Laurent Gérard, même encore actuellement. Donc le plaisir là, est dans la distance de rôle dont parle Goffman. On y croit sans y croire. Donc, il y a beaucoup d'exemples d'hommes politiques, je passe très vite, j'aurais pu vous en montrer. Et là, il va être plus dans le clownesque, c'est-à-dire qu'on va être davantage dans une tension vers le déguisement, parce qu'il va mettre des nez rouges, il va mettre des sourcils de clown, quand il imite des hommes politiques, en particulier Jacques Chirac, qui l'imite très souvent, et aussi François Mitterrand, qui sont les hommes politiques de son époque, avec une forme là de métacommunication, façon de dire, là je suis très contente de mon jeu de mots, le politique est un drôle, un rôle. Ouais. Bon. Alors, je vais assez vite sur mon deuxième axe, qui serait l'axe travestissement, déguisement. D'exemples de travestissement de Patrick Sébastien, il n'y en a pas. Je n'ai pas trouvé. J'ai regardé beaucoup. Il ne se travestit pas. Il se déguise, il se grime, il se maquille, il se coiffe, il se perruque et tout ce que vous voulez, mais il ne se travestit pas. Je n'ai pas trouvé d'exemple de travestissement. Mais il va travestir les autres. Et ça amuse beaucoup. Et donc, parmi les gens qui travestissent assez souvent, il y a le pauvre, j'allais dire le pauvre, il a l'air de subir toujours un peu les choses, Paul Prébois. Ouais, Paul Prébois. Vous voulez que je monte extrait ou on n'a pas le temps? Tout le monde a envie de voir Paul Prébois. Ben oui. Ben, c'est tout court. Je savais que j'aurais pas beaucoup de temps. C'est tout court. Patrick Sébastien a souvent utilisé quand même le travestissement pour des performances de carnaval. C'est-à-dire que c'est un travestissement parodique. On n'est pas dans la recherche du queer, on n'est pas tellement non plus dans la performance de genre. Là, on est plutôt vraiment dans le carnaval, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la caricature. On n'est pas non plus dans une posture politique, drague, ni camp à la Zontag. On est là dans quelque chose d'un peu potache, une sorte de burlesque populaire. Pas de divertissement donc de Patrick Sébastien lui-même, comme s'il avait quand même une distance par rapport à cette pratique. Et évidemment, tout un dévoilement assez logique, un certain nombre de normes qui étaient les normes aussi en vigueur dans la société française, ne le sont-elles pas toujours un petit peu, c'est-à-dire les systèmes de domination de l'époque qui sont effectivement réactivés par ce genre de sketch, un certain sexisme, évidemment, voire un sexisme certain. Bon, on l'a dit aussi pour plusieurs autres émissions. Donc, il y a vraiment l'idée que la représentation, la spectaculaire, autorise le travestissement. C'est vraiment le rire qui est en vigueur. Et on est dans cette idée, finalement, d'un travestissement qui n'est pas du tout subversif, qui va réaffirmer, finalement, les dominations genrées sans vraiment les interroger. C'est quelque chose que Éric Masset avait constaté aussi sur le comique à la télévision. C'est souvent finalement une façon de réaffirmer les dominations avec quelque chose qui est plutôt de l'ordre du bouffon, qui rit pour les dominants. Alors, j'ai un dernier exemple, mais je crois que je ne vais pas avoir le temps. C'est un petit épisode où il travestit Serge Lama qui va interpréter la chanson d'Aznavour « Je suis un homme » ou comme ils disent.
Et là, il va travestir Serge Lama, donc avec une perruque peroxydée, du rouge à lèvres, enfin vraiment le cliché du travesti. Et il va interviewer Lama autour de cette chanson d'Aznavour. Et donc Lama va réciter en fait la chanson d'Aznavour avec une voix un peu feutrée, on ne reconnaît pas tout de suite sa voix. Et puis après, il va se dresser, jeter sa perruque, et on va reconnaître Serge Lama, et il va dire « Je suis un homme haut », comme ils disent. Alors là, ce qui me semble être intéressant, et c'est là-dessus que je vais conclure, c'est la performance de l'être artiste. C'est-à-dire que dans ce genre de travestissement, ce qui se joue, c'est pas tellement une interrogation sur le genre, la performance de genre, mais plus l'idée de la performance de l'être artiste. En tant qu'artiste, je peux tout jouer, y compris le genre que je ne suis pas. Et la revendication de Serge Lama, elle est très claire, d'autant que parallèlement, à la même époque, il jouait Napoléon au théâtre. Napoléon, un homme vrai, faut pas rigoler. Mais il essaye de montrer, là, à travers la scène télévisuelle, qu'il peut aussi jouer, s'il le fallait, une femme, un travesti, un homo même, comme ils disent, parce qu'il est capable de tout jouer. Et ça, c'est la performance de l'être artiste, en fait. Et je pense que c'est surtout ça que les imitations de Patrick Sébastien cherchent à montrer. Cette performance de l'être artiste, une imitation qui est possible parce que l'artiste peut tout jouer, y compris ce qui n'est pas lui. Ce qu'avait fait Aznavour aussi dans sa chanson, quelque part. Donc, bon, je vous montre pas l'extrait parce que j'ai pas le temps et je conclus. Sur mon petit triangle, j'adore les triangles, vous l'avez compris. Je me dis qu'on pouvait résumer les imitations des émissions avec ou de Patrick Sébastien en fonction des époques dans un triangle entre déforme, je déguise, etc., entre performer, je crée une performance du corps, qui est ma performance d'imitation, et qui va dire quelque chose aussi du corps des artistes que j'imite, et la transformer, le corps, avec effectivement cette tension quand même vers un certain travestissement de ses invités, et jamais de lui-même. Donc c'est un homme aux 1000 visages, certes, ça c'était une de ses émissions qui s'appelait comme ça, mais qui propose, me semble-t-il, une réflexion intéressante sur ce qu'est un imitateur à la télévision. Et sur scène, parce qu'il a aussi beaucoup fait de scène, Sébastien. Je vous remercie. Merci. Communication très très dense, très intense. Ça y est, tout le monde s'appelle Barbara maintenant. Raphaël. Oh non. Oui, Barbara, merci beaucoup. Juste une petite question. Est-ce que si on déplace un peu dans le temps, ce schéma, il marche toujours du point de vue de Patrick Sébastien, avec des imitations beaucoup plus copycat dans les années 90-2000, où, comme il dit tout le temps, je me fais la tête de... Et où là, il joue sur l'effet de surprise total, c'est-à-dire que ça n'est plus c'est Sébastien derrière, c'est le vrai. Et l'autre chose, ça c'est ma question, donc est-ce que tu es allé voir aussi là? Et également, c'était par rapport à ce contexte plutôt donc des années 70 et 80, en fait, l'imitation travestie, là, il l'utilise comme une sorte de relation de pouvoir. C'est-à-dire, il travestit les autres. Paul Prébois, dans cette émission, dont j'ai de grands souvenirs aussi, c'était vraiment son souffre-douleur, par ailleurs, dans l'émission. Donc, je ne commande pas la misogynie, qui était assez évidente. Mais, si on revient vraiment à ce qui est du travestissement, chez les imitateurs, je maintiens volontairement le mot de l'époque, chez les imitateurs, il y avait une forme de spécialisation avec ceux qui s'étaient travestis, qui étaient souvent des imitateurs homosexuels, ce qui ne veut pas dire que tous les imitateurs homosexuels se travestissaient, exemple Le Luron, et le créneau, il était occupé par Claude Véga, qui par ailleurs a imité Denise Glaser, Delphine Seyrig, donc avec des trucs parfois un peu plus intello dans les imitations. Et ça joue aussi dans la technique de l'imitation. Alors, il y a des paramètres idéologiques. Non, surtout, je ne veux pas être une femme. Mais il y a également des caractères techniques qui sont liés au timbre de la voix. Avec des voix qui se prêtent aux imitations vocales féminines et d'autres non. Et celle de Sébastien, pas du tout, ça s'entend. Voilà, c'était juste, donc c'est mes questions et mes remarques.
Oui, tout à fait. Là, j'ai pas le temps de tout dire. En fait, moi, j'étais prête à faire une thèse sur Patrick Sébastien. Je pense qu'il y a largement la place. Donc, j'ai évidemment pas tout dit. Et tout ce que tu dis est très juste. Effectivement, cette idée de la répartition par genre, enfin, des imitations, on la sent beaucoup chez Patrick Sébastien. Quand il a besoin de faire imiter une femme, il va plutôt faire appel à Sophie Darel, qui va faire venir dans son émission et qui, elle, n'imitait que des femmes. Et lui, n'imitait que des hommes. Et donc, effectivement, après, sinon, on rentrait dans d'autres types d'humoristes imitateurs qui, eux, se chargeait de cette question du travestissement, avec laquelle on sent que lui, il est mal à l'aise aussi quelque part, en termes de mal dominant aussi, on est tout à fait d'accord. Et ce que tu disais après sur le grimage et sur l'invisibilisation de l'imitateur, oui, ça c'est plutôt dans les années 90, je m'arrêtais vraiment aux bornes du colloque, mais c'est très intéressant, c'est tout ce qu'il a fait autour du grand bluff, autour des caméras cachées, où il allait se déguiser, où il allait surprendre les gens qui ne le reconnaissaient pas. Et le grand bluff, c'est vraiment un des cartons d'audience, je crois qu'il est dans le Guinness des records, 17 millions de téléspectateurs, quand même un truc de fou, parce que justement, il avait amusé tout le monde pendant des semaines et des semaines à venir surprendre sur des plateaux télé, à faire l'invité surprise, à faire le bête qui a rien compris, à faire l'imbécile qui va interrompre un programme de manière complètement imprévue. Et donc là, au contraire, il s'invisibilise. Mais ça, c'est les années 90. Et là, il s'amuse aussi en termes de producteur parce qu'il veut surprendre, parce qu'il veut un petit peu renouveler ses formats et renouveler aussi sa propre persona, son propre aura à lui. Et là, c'est des choses qu'il va produire lui-même. Et qui, après, il va diffuser en DVD. Il y a des grands DVD sur le Grand Bluff. Et là, il les vendait en DVD. C'est aussi une autre façon, c'est un autre business aussi, le Grand Bluff. Mais oui, c'est tout à fait. Et ça, c'est plutôt les années 90. Oui, j'hésitais à poser une question parce que c'était plus une ou deux remarques, mais enfin surtout une. Merci beaucoup pour cette lecture assez fine, quoi, de toujours cette tension qui existe, notamment avec le travestissement. T'as très bien, enfin ton idée de corps palimpseste, c'est très bien, vraiment fort. Toute ta référence également à cette question de être artiste à la fin. Et ça renvoie bien à l'idée que, évidemment, tout le potentiel, t'as dit subversif, mais en tout cas au moins dans la question de performance du genre, il y a toujours l'idée qu'il suffit déjà de représenter. C'est un grand débat sur les premiers films comiques. Où il y a énormément les films dits féministes où en inverse on montre les hommes habillés en femmes et les femmes en hommes, etc. Ils sont toujours pris dans une ambiguïté, quoi. Et souvent on les ramène plutôt vers l'idée que la société de l'époque est tourmentée par ça. Et toi, tu as bien montré que chez Sébastien, il y a quelque chose qui est verrouillé, c'est-à-dire que c'est l'être artiste, c'est cette question enfin le premier point, le palimpseste. Et moi j'ajouterais, c'était mon idée, il faudrait ajouter aussi la notion comique tout simplement, c'est-à-dire Bergson dit l'interférence des séries. On rit. Moi, j'ai toujours pensé que l'imitation, on rit parce qu'on voit deux corps en un. C'est ça. Et donc, c'est important qu'ils soient maintenus les deux. Ouais. Mais là, ça devient un prétexte. C'est-à-dire, ce qui fait... Et du coup, là encore, ça ramène tout vers... en fait, on fait tout ça parce que ça fait rigoler, quoi. Voilà. C'est que l'opposition, la rencontre subite de deux choses qui vont pas ensemble, ça fait rire. Encore dans un autre, ça fait rire, etc. Et puis, la petite remarque au passage, c'est... J'ai bien entendu, Brigitte Bardot, et c'est drôle par rapport à l'actualité, parce que c'est deux personnes âgées, enfin, l'une plus jeune que l'autre, mais les deux sont prises dans l'actualité par rapport à des questions liées à l'extrême droite. Et là, il fait un gag en disant Brigitte, t'es d'extrême droite. Il dit jolie ta petite robe Vichy, Pétain. J'ai bien entendu, c'est bien ça. Il dit Pétain d'abord. Donc c'est marrant. La robe Pétain ou pas, la robe Vichy. Et donc, il fait allusion aux incohérences d'extrême droite. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on lui reproche le même truc. Enfin, c'est assez drôle par rapport à ça. Voilà. Mais merci encore pour cette belle lecture. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que le palimpseste me semble être une bonne image. Mais effectivement, et ça, c'est plutôt Ferris qui le dit en citant Goffman, c'est de la distance de rôle qui est vraiment cruciale dans l'imitation. On doit avoir cette distance. On doit voir qu'il y a plusieurs corps en un. Et c'est ça qui fait rire. Vous pouvez répéter la question? Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une forme de récurrence. En tout cas, quand on prend un programme comme Farandole, qui était un programme sériel qui n'a pas duré très longtemps, mais moi, c'est la 5, il faisait venir des amis, beaucoup, et il y avait toujours cette même mise en scène de dédoublement, redoublement des imitations, en choisissant des amis à qui il voulait faire un hommage. Il y avait l'idée de l'hommage. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est peut-être aussi ça qui passe par la variété, par le programme de télévision, c'est rendre un hommage à l'artiste que j'invite à travers un autre artiste
auquel je rends hommage aussi. Donc redoublement de l'orage. Et ça, c'était vraiment récurrent. Il faisait toujours, ouais, voilà, il faisait ça en chaîne. Hein. Il a vraiment industrialisé ce genre de format, très monté aussi, qui devait lui demander énormément de travail, hein, parce que tout était fait en pré-production pour le coup. Et c'était comme des diffusions hebdomadaires, donc je pense qu'il a beaucoup travaillé. Hein. Il travaille beaucoup. Et là, actuellement, juste pour terminer, c'est la place à ma collègue, il défend l'idée qu'il va faire un cabaret transformiste à côté de Brive-la-Gaillarde. Et voilà, c'est son actualité. Et il veut faire un cabaret transformiste du côté de Brive-la-Gaillarde. J'y serai, bien sûr.